Hello à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du théorème de Stone-Weierstrass sur un segment de R et on va faire une démonstration qui utilise les polynômes dits de Bernstein. Voici le plan de la vidéo. En première partie, on va énoncer le théorème, puis on va expliquer la stratégie de la démonstration dans une deuxième partie. Enfin, dans une troisième partie, on va expliquer comment il suffit de montrer le résultat pour le segment 0,1. Puis on va parler des polynômes de Bernstein, les définir, montrer ce qu'ils sont. Ensuite, on va aborder un point de vue probabiliste pour démontrer certains résultats intermédiaires. Puis dans la sixième partie, on va montrer la convergence uniforme de ces polynômes de Bernstein de f vers f. Ensuite, en septième partie, on va revenir sur le cas d'un segment quelconque, AB, expliquer comment le cas du segment 0,1 démontre déjà le résultat et conclure. Et puis, en huitième et dernière partie, on va regarder deux petits exercices d'application du théorème. Allez, c'est parti. Énoncé du théorème de Stone-Weierstrass, K réel sur un segment. Donc soit AB, un segment de R avec A inférieur strict à B, et F, une fonction continue du segment AB dans R. Alors, le théorème dit qu'il existe une suite Pn de fonctions polynomiales telles que Pn converge uniformément vers F sur AB, c'est-à-dire que la norme infinie de F moins Pn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, on dit que l'ensemble des fonctions polynomiales est dense dans l'espace vectoriel normé des fonctions continues de segment AB dans R munies de la norme infinie. On démontre dans cette vidéo uniquement le résultat dans le cas d'un segment de R, mais en fait il y a un résultat plus général qui s'applique avec des sous-algèbres séparant les points d'un compact. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais je ferai une autre vidéo sur ce résultat plus général. Alors, on va parler de la stratégie de la preuve de Bernstein qui date de 1912. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va se ramener par changement de variable affine au segment 0,1. Ensuite, pour une fonction continue définie sur 0,1 à valeur dans R, on va expliciter une suite de polynômes appelés Bn de f, donc les polynômes de Bernstein, et on va montrer que cette suite de polynômes converge uniformément vers f. On va établir trois identités probabilistes en utilisant l'espérance et la variance d'une loi binomiale, et avec ces identités probabilistes, on va montrer que justement la norme infinie de f moins grand Bn de f tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et puis enfin, comme je l'ai déjà mentionné, on va montrer qu'on peut revenir au cas d'un segment quelconque AB par un changement de variable inverse très facile. L'intérêt de cette preuve, c'est qu'elle est constructive. En effet, on exhibe explicitement une suite de polynômes qui approche f. C'est contrairement à d'autres preuves qui reposent sur des arguments d'analyse fonctionnelle plus abstraits et qui ne fournissent pas de manière explicite des suites de polynômes convergeant vers notre fonction. Très bien. Comment peut-on réduire le problème au segment 0,1? Bien, prenons une fonction g définie sur un segment quelconque AB de R, à valeur dans R, et puis on définit cette fonction phi de t ici par phi de t égale g de a plus tb-a, où t décrit le segment 0,1. Phi, elle est bien définie, et elle est continue sur le segment 0,1. C'est une composée de fonctions continues, une fonction affine, t donne a plus t fois b-a, et g, qui elle-même est continue. Eh bien, supposons qu'on ait démontré le résultat sur le segment 0,1, donc pour les fonctions définies sur le segment 0,1. Si, dans ce cas-là, si Qn est une suite de polynômes qui convergent uniformément vers phi sur le segment 0,1, alors en posant pour tout x, Pn de x égale grand Qn de x moins a sur b moins a, Pn c'est évidemment une fonction polynomiale, en tant que composée de Qn elle-même polynomiale avec une fonction affine, x donne x moins a sur b moins a, et la borne supérieure de module de g de x moins Pn de x quand x décrit le segment AB, c'est exactement la borne supérieure de module de phi de t moins Qn de t quand t décrit le segment 0,1. Et à droite de cette équation, ce n'est autre que la norme infinie de phi moins Qn. Donc finalement, si j'ai trouvé Qn qui converge vers phi uniformément, on a construit la suite Pn qui converge vers g uniformément. Donc finalement, il suffit de démontrer le théorème pour des fonctions définies sur le segment 0,1.
C'est ce qu'on va faire à l'aide des polynômes de Bernstein. Prenons donc une fonction f définie sur le segment 0,1 à valeur dans R et n un entier non nul. On appelle polynôme de Bernstein d'ordre n associé à f la fonction polynomiale suivante. Bnf de x est la somme de k égale 0 à n de f de k sur n fois k parmi n fois x puissance k fois 1 moins x puissance n moins k. Bon, bah c'est bien une fonction polynomiale en x, évidemment, hein, de degré inférieur ou égal à n. Chaque terme de la somme est en effet un monôme en fait en x. Un polynôme pardon, en x. Les coefficients k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, vous savez ça que ce sont les probabilités d'une loi binomiale de paramètres n et x. Hein, c'est la probabilité que grand xn soit égal à k, cette quantité. Eh bien, du coup, bah, en fait, l'égalité ci-dessus, elle se réécrit grand BNF de x égale espérance de f de grand xn sur n. Très bien. Quelle est l'intuition ici, l'intuition probabiliste? Bah, l'intuition probabiliste, c'est que grand xn sur n, ça va se concentrer, ça va tendre vers x. Hein, c'est par la loi des grands nombres. Et donc f de grand xn sur n, ça va se concentrer autour de f de x. Mais là, on parle d'intuition. Maintenant, on va démontrer que ce résultat bah, est bien valable et qu'en fait, cette convergence est uniforme en x. Faisons un rappel d'abord sur la loi binomiale comme somme de Bernoulli. Donc soit x, dans le segment 0,1 fixé, et on se donne yn, yn des variables aléatoires de loi de Bernoulli indépendantes, et de même paramètre x. Donc pour tout i entre 1 et n, bah, la probabilité que yi est égal à 1 est égale à x, et la probabilité que yi est égal à 0 est égale à 1 moins x. Et une propriété de cours, si vous définissez grand xn comme la somme des yi, eh bien grand xn suit la loi binomiale de paramètres n et x. Et en particulier, on sait que pour tout k entre 0 et n, la probabilité que grand xn est égal à k, c'est k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, comme on l'a déjà dit auparavant. Et donnons un rappel aussi sur une loi de Bernoulli. Bah, évidemment, l'espérance de grand yi, c'est x. La variance de grand yi, c'est par définition l'espérance de yi au carré moins l'espérance de yi au carré. C'est égal à x moins x au carré égal à x facteur de 1 moins x. Premier lemme, les poids somment à 1. En effet, bah, pour tout n dans n étoile et tout x dans le segment 0,1, la somme de k égale 0 à n des k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, c'est égal à 1. Alors, deux façons de faire. Soit vous dites que bah, ces quantités, c'est les probabilités de grand xn égale k, donc quand vous sommez, c'est la probabilité de tous les événements possibles pour xn, parce que xn prend ses valeurs entre 0 et n, donc leur somme vaut 1. Une autre façon, c'est beaucoup plus simple, hein, juste passer par la formule du binôme de Newton. Si vous écrivez x plus 1 moins x à la puissance n, vous développez, bah, vous tombez exactement sur cette somme. Et ça, c'est égal, donc x plus 1 moins x, ça fait 1, c'est égal à 1 puissance n, donc c'est égal à 1. Hein, donc faut pas faire compliqué quand on peut faire facile. Deuxième lemme, quelle est l'espérance de grand xn? Eh bien, pour tout n dans une étoile, tout x dans 0,1, la somme de k égale 0 à n des k fois k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, c'est égal à nx. Comment est-ce qu'on démontre ça? Ici, ça a un intérêt de passer par la vision probabiliste. Le membre de gauche de l'équation, eh bien, c'est exactement l'espérance de grand xn. Vous voyez, parce que ce terme-là, ici, là, k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, c'est la probabilité que grand xn soit égal à k. Vous avez un petit k devant ici. Donc on peut utiliser la linéarité de l'espérance en revenant sur la décomposition de xn comme une somme de loi de Bernoulli. Bah, l'espérance de grand xn, dans ce cas, c'est l'espérance de la somme des yi, et bah, c'est la somme de i égale 1 à n de l'espérance de yi. Chaque espérance de yi est égale à x, donc on a n fois x. Facile. Lemme 3 concernant la variance de grand xn. Pour tout n dans une étoile et tout x dans le segment 0,1,
Eh bien, on peut montrer que la somme de k égale 0 à n de k moins nx au carré, k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, c'est égal à n fois x fois 1 moins x. Bon, eh bien, grâce au lemme numéro 2, qui nous a dit que l'espérance de grand Xn est égale à nx, le membre de gauche, ici, en fait, ce n'est rien d'autre que la variance de grand Xn. Vous voyez, parce que ça, c'est k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, c'est égal à p de grand Xn égale k. Nx, c'est égal à l'espérance de grand Xn. Donc, variance de Xn, qui est l'espérance de cette variable centrée, c'est exactement égal à ça. Bon, donc on peut le calculer à partir de la loi de Xn. Mais on sait que les YI sont indépendantes. Donc la variance de leur somme, c'est la somme des variances, puisque leurs covariances entre elles sont nulles. Donc la variance de grand Xn, c'est la variance de Y1 plus etc. plus Yn. Donc la somme de i égale 1 à n des variances de YI par indépendance. On sait que la variance de YI pour chaque i, bah, c'est x 1 moins x. Donc au bilan, la variance de grand Xn, c'est égal à n fois x fois 1 moins x. Ici, vraiment le point important, c'est que cette démonstration, elle est beaucoup plus facile avec cette vision probabiliste. D'utiliser la variable aléatoire grand Xn, de dire que c'est une somme de lois de Bernoulli. Vous pourriez aussi faire, ce que vous pourriez aussi faire, c'est prendre cette somme, la développer et puis y aller par force pure pour démontrer ce résultat. Mais c'est beaucoup plus élégant d'utiliser cette variable grand Xn, d'utiliser des variables intermédiaires de Bernoulli pour montrer le résultat. Bon, conséquence immédiate de cela, pour tout n dans un étoile et tout x dans 0,1, ce terme de gauche là, qui est égal en fait à la variance de grand Xn, on a montré que c'est égal à nx fois 1 moins x, et bien c'est plus petit que n sur 4. Pourquoi? Parce que la fonction qui a x associée x fois 1 moins x, elle atteint son maximum sur 0,1 en x égale 1,5, où elle vaut 1 quart. C'est facile, hein, ça c'est un polynôme de degré 2, vous regardez la dérivée, vous obtenez ce résultat de manière évidente. Revenons donc au théorème de Bernstein. Donc, f est définie sur le segment 0,1 dans R, elle est continue. Et bien, on va montrer que la suite Bn de f qu'on vient de définir converge uniformément vers f quand n tend vers l'infini. Très beau résultat. On va démontrer ce théorème en détail. Hein. Donc, on va écrire en étape 1 f de x moins Bn f de x comme une somme pondérée. Étape 2, on va découper cette somme en deux paquets d'indices. On va prendre les k sur n qui sont très près de x et les k sur n qui sont plus loin de x. Étape 3, on va majorer chacun de ces deux paquets séparément. Puis étape 4, on va en conclure qu'en choisissant n assez grand, on a bien la différence entre f et Bn de f qui est suffisamment petite. Allez, c'est parti. Étape 1, écriture de l'écart. Bon. Grâce au lemme 1, on sait que la somme sur k des k parmi n x puissance k moins x puissance n moins k, c'est égal à 1. Hein, je vous rappelle que c'est juste l'égalité, la formule du binôme de Newton. Donc f de x, on peut le rentrer dans la somme, hein, c'est une constante. Donc c'est la somme sur k égale 0 à n des f de x, k parmi n, x puissance k moins x puissance n moins k. On a juste rentré une constante dans la somme, c'est tout. D'où en soustrayant la définition de Bn f de x, Bn f de x c'est la même chose que ça, sauf qu'il y a f de k sur n ici. Donc f de x moins Bn f de x, c'est la somme de k égale 0 à n de f de x moins f de k sur n, et tout ça là, multiplié par k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k. Et l'idée, ça va être de majorer la valeur absolue de f de x moins f de k sur n, où k décrit les entiers 0 à n. On va majorer ça différemment selon que k sur n il est proche de x, ou selon que k sur n est loin de x. Étape 2. Continuité uniforme et découpage. Alors f, elle est continue sur le compact 0,1. C'est un segment de R, un segment fermé, donc c'est un compact. Donc, d'après le théorème de Heine, f, elle est uniformément continue, et elle est bornée. Et on va noter grand M, la norme infinie de f. Le théorème de Heine, ici, la continuité uniforme est vraiment clé. Alors, bon,
on va prendre un epsilon strictement positif, et on va montrer que pour n suffisamment grand, bah, la norme infinie de f moins bn de f est plus petite que epsilon ou de epsilon, on va voir vers où on va. Bon, bah, par continuité uniforme de f, on sait qu'il existe un delta, tel que dès que vous prenez deux points u et v, pour lesquels la valeur absolue de u-v est plus petite que delta, et bien leurs images par f sont distantes d'une distance plus petite que epsilon. Donc, valeur absolue de f de u moins f de v est plus petit que epsilon. Donc on a fixé un epsilon, et pour epsilon, bah, on peut trouver un delta comme ça. Donc on choisit un delta comme ça. Maintenant, on va partitionner l'ensemble 0, 1 jusqu'à n selon la position de k sur n par rapport à x. Pour ce grand A, l'ensemble des k tels que module de k sur n moins x est plus petit que delta, et grand B, bah, complémentaire, hein. L'ensemble des k tels que valeur absolue de k sur n moins x plus grand que delta. Et ben on va décomposer l'écart qu'on avait au début, donc en regroupant les termes de la somme précédente selon que k est dans A ou B, et puis par l'inégalité triangulaire, la valeur absolue de f de x moins bnf de x, c'est plus petit que la somme pour k appartenant à grand A, des valeurs absolues de f de x moins f de k sur n, fois donc ici ce terme-ci, plus la même somme mais sur grand B. Puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va majorer grand S A, donc la somme pour k décrivant A, puis on va majorer S grand B, la somme sur grand B, on va faire ça séparément. Bon. Pour k qui est dans le grand A, bah, par définition, module de k sur n moins x est plus petit que delta. Et donc, par le choix de delta et la continuité uniforme de f, valeur absolue de f de x moins f de k sur n est plus petit que epsilon. Vous vous rappelez, un epsilon, on l'a pris au début, on a choisi un delta qui lui va bien, et un delta qui correspond à la propriété de continuité uniforme de f, et donc on est juste en train d'appliquer ça. Et donc en utilisant le lemme 1, hein, donc S, cette somme sur A, c'est la somme de k appartenant à A des valeurs absolues de f de x moins f de k sur n fois le coefficient ici, et on sait que bah, tous les termes, la valeur absolue de f de x moins f de k sur n, sont plus petits que epsilon. Bah, du coup on majeure par epsilon, premier terme, et puis la somme sur grand A, de toutes ces quantités qui sont positives, bah, c'est plus petit que la somme entre 0 et n, hein, parce que tous ces termes sont positifs. Et cette somme entre 0 et n ici, des k parmi n x puissance k1 moins x puissance n moins k, ça vaut 1. Ça vaut 1. C'est le lemme 1. Hein, vous vous rappelez, on démontre juste avec la formule du binôme de Newton de manière évidente. Bah donc finalement, on a montré que cette somme A, elle est plus petite que epsilon. Cette majoration, elle dépend pas de x. Bon, passons à l'autre terme, S grand B. Pour k dans grand B, bah, on a module de k sur n moins x qui est supérieur ou égal à delta. Vous multipliez par n, puis vous élevez au carré, et donc ça conclut que k moins nx au carré est supérieur ou égal à n carré delta carré. Ça veut dire que 1 est plus petit que k moins nx au carré sur n carré delta carré. De plus, bah, on sait que la valeur absolue de f de x moins f de k sur n, elle est plus petite que 2 grands m. Hein, parce que m, c'est la borne, c'est la norme infinie de f. Et donc, cette somme S grand B, bah, elle est juste plus petite que 2 fois grand M, pour la somme sur B des k parmi n x puissance k1 moins x puissance n moins k. Et en fait, ici, dans chaque terme de la somme, qui dépend de k, vous pourriez mettre un 1. Et donc, vous pourriez, enfin, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute ce terme-là. On rajoute, donc ici, on dit que c'est plus petit que k moins nx au carré, qui reste dans la somme, et le n carré delta carré, vous pouvez le sortir de la somme. Donc, finalement, S grand B, c'est plus petit que ce terme-là, là, à droite. Mais la somme sur B de ces trucs-là, là, ils sont tous positifs, donc c'est plus petit que la somme sur 0n, en fait, pour tous les entiers entre 0 et n. Donc finalement, S grand B, c'est plus petit que 2m sur n carré delta carré fois la somme sur tous les entiers k entre 0 et n. Et cette somme, c'est la variance de la variable aléatoire grand xn, donc c'est n fois x fois 1 moins x. Et donc là, S grand B, cette somme, elle est plus petite, si vous enlevez tout ça,
donc 2 grand M sur n carré delta carré fois n sur 4. Donc le bilan, c'est que cette somme sur grand B, elle est plus petite que grand M divisé par 2n delta carré. Et cela uniformément en x. Donc finalement, on a démontré que pour tout x dans 0,1 et tout n, module de f de x moins bn f de x, c'est plus petit que la somme grand A plus la somme grand B, c'est plus petit que epsilon plus grand M sur 2n delta carré. Et ce majorant, il dépend pas de x, hein. C'est important ça. Il dépend de epsilon et de delta. Donc on en déduit que la norme infinie de f moins bn de f, elle est plus petite que epsilon plus grand M sur 2n delta carré. On y est presque. Bon, delta, ici, ça dépend que de epsilon et de f. Ça dépend pas de n, ça dépend de rien d'autre. Et donc, on sait qu'il existe un grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, cette quantité ici, là, grand M divisé par 2n delta carré, elle est plus petite que epsilon. Et donc, pour tout n supérieur ou égal à grand N, eh bien, vous mettez cette inégalité dans le terme au-dessus, là, et la norme infinie de f moins bn de f est plus petite que 2 epsilon. Ça y est, on a démontré le résultat. On a pris un epsilon quelconque, au début, et on a montré qu'il existait un certain rang, grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, eh bien la norme infinie de f moins bn de f est plus petite que 2 epsilon. C'est exactement dire que la norme infinie de f moins bn de f tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc ça y est, on a démontré le résultat. Bon, comment est-ce qu'on revient au cas d'un segment quelconque AB? On a démontré le théorème de Bernstein, ça y est, sur le segment 0,1. Et en combinant ce résultat avec la réduction qu'on avait établie au début, si vous regardez le slide, réduction au segment 0,1, on obtient directement le résultat sur AB. Donc on a démontré le théorème de Stone-Weierstrass sur un segment quelconque AB. Pour toute fonction f continue sur AB dans R, il existe une suite de fonctions polynomiales qui convergent uniformément vers f sur AB. Autrement dit, l'ensemble des fonctions polynomiales R crochet x est dense dans l'espace vectoriel normé des fonctions continues de segment AB dans R munies de la norme infinie. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette démonstration? Les polynômes de Bernstein, ils fournissent une approximation explicite et constructive de f. Ces polynômes de Bernstein, on les a définis, ils dépendent de f, on a une formule explicite, et donc on a vraiment construit une suite de polynômes qui convergent vers f. On n'a pas démontré juste l'existence par des arguments un peu abstraits, on a vraiment construit cette suite. L'outil clé de la démonstration, c'est l'utilisation de cette loi binomiale, de cette variable aléatoire grand xn, et du fait que sa variance nx fois 1 moins x c'est plus petit que n sur 4. En fait, c'est vraiment le point clé ici. C'est qu'elle est majorée par un terme qui dépend de n puissance 1, donc n. La preuve, elle a combiné la continuité uniforme, le théorème de Heine. Vous vous rappelez, on s'est donné un epsilon quelconque et puis on a plus fixé ce delta. Et ce delta nous a bien aidé pour démontrer le résultat. Et donc, le théorème de Heine et puis un contrôle probabiliste de la variance que j'ai mentionné au point précédent. Et donc ce théorème, c'est vraiment un résultat de densité fondamentale. Il permet de dire qu'on peut approcher n'importe quelle fonction continue sur un segment par des polynômes, aussi irrégulières soient-elles par ailleurs. Peut-être elle est non dérivable, etc. Très bien, allez, maintenant utilisons ce théorème pour démontrer d'autres résultats. Exercice 1, donc soit f une fonction continue du segment AB dans R, telle que pour tout n, l'intégrale de a à b de f de t fois t puissance n dt égale à 0. Et on veut montrer qu'en fait, f, c'est la fonction nulle. Indication. Que peut-on dire du coup de l'intégrale de a à b de f de t grand p de t dt pour un polynôme p quelconque? Et comment approcher f elle-même par des polynômes? Bon, allons-y. Par linéarité de l'intégrale, par linéarité, l'hypothèse intégrale de a à b de f de t puissance n égale 0, pour tout n, ça implique que pour tout polynôme, en fait, intégrale de a à b de f de t grand p de t dt égale 0. C'est évident. Bon, d'après le théorème de Stone-Weierstrass, qu'on vient de démontrer,
on sait qu'il existe une suite de polynômes Pn, tels que Pn convergent uniformément vers f sur le segment AB. Et l'idée, c'est qu'on va utiliser Pn, cette suite, pour faire apparaître l'intégrale de a à b de f carré de t dt à partir de l'intégrale de a à b de f de t Pn de t dt qui vaut 0. Bon. Eh bien, regardons donc ce qu'on vient de dire. Valeur absolue de intégrale de a à b de f carré de t dt moins intégrale de a à b de f de t grand Pn de t dt. Par linéarité de l'intégrale, et on factorise, c'est égal à la valeur absolue de intégrale de a à b de f de t fois f de t moins grand Pn de t dt. Ensuite, on applique l'inégalité triangulaire pour les intégrales. Donc l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale d'une fonction, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue de la fonction. Et ce terme ici, f de t, on peut le majorer par la norme infinie de f, et puis f de t moins Pn de t, on peut majorer par norme infinie de f moins Pn. Ensuite, l'intégrale de a à b de 1, donc la fonction constante, c'est b moins a. Donc cette différence d'intégrale, elle est plus petite que b moins a, norme infinie de f, fois norme infinie de f moins Pn. Et donc, ça tend vers 0, cette quantité, puisque la norme infinie de f moins Pn tend vers 0. Or, on sait que pour tout n, intégrale de a à b de f de t Pn de t dt égale à 0. C'est l'hypothèse de l'exercice. Pour tout n. Et donc, par unicité de la limite, donc ce terme-là, en fait, est égal à 0. Donc, en fait, par unicité de la limite, eh bien, l'intégrale de a à b de f carré dt, f carré de t, f de t carré, pardon, dt est égal à 0. Et donc, très simplement, f carré est continue, elle est positive sur le segment AB d'intégrale nulle, donc f carré égale 0 partout, ce qui veut dire qu'en fait f est la fonction nulle. Très bien. Donc ici, on a utilisé le théorème de Stone-Weierstrass. L'idée un peu ingénieuse, c'était de regarder l'intégrale de a à b de f carré de t, de f de t carré, pardon, et puis de faire une majoration par l'inégalité triangulaire pour les intégrales. Voilà. Exercice 2, approximation avec condition au bord. Bon. Prenons f, une fonction continue sur un segment AB, dans R, à valeur dans R, et montrer qu'il existe une suite de fonctions polynomiales telles que Pn converge uniformément vers f sur AB. Ça, on le sait déjà, c'est le théorème de Stone-Weierstrass. Mais on veut ajouter des conditions. On veut que tous les polynômes Pn coïncident avec f au point A et B. Donc on veut que Pn de A soit égal à f de A et Pn de B soit égal à f de B. Donc les polynômes Pn, ils doivent converger vers f, mais en plus, au bord, ils doivent être égaux à f. Indication, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une approximation Qn, une suite de polynômes Qn qui convergent uniformément vers f, donnée par le théorème de Stone-Weierstrass, qu'on vient de démontrer. Puis on va lui ajouter une fonction affine correctrice, choisie pour forcer l'égalité au bord sans détruire la convergence uniforme. Bon, par Stone-Weierstrass, par ce théorème qu'on a démontré, on sait qu'il existe des polynômes Qn tels que Qn converge uniformément vers f. En particulier, si Qn converge uniformément vers f, la suite Qn de A, la suite de réels, c'est une suite de nombres réels qui convergent vers f de A. Et la suite de nombres réels Qn de B, c'est une suite de nombres réels qui convergent vers f de B. Alors, pour tout x dans A à B, on va définir le Pn de x, donc on va définir un polynôme Pn égal à grand Qn de x plus f de A moins Qn de A fois B moins x sur B moins A plus f de B moins Qn de B fois x moins A sur B moins A. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Pn, c'est bien une fonction polynomiale. Qn l'est. Et puis ici, là, ça, c'est un polynôme de degré 1. Et ça aussi, les deux termes que vous avez ajoutés, c'est des polynômes de degré 1. C'est deux fonctions affines. Et si vous regardez maintenant Pn de A, c'est Qn de A, plus B- sur B-, ça vaut 1, ça, donc plus f de A moins Qn de A. Et là, ce terme vaut 0. Donc Pn de A, ça vaut Qn de A. De la même manière, Pn de B, Pn de A vaut f de A. Et Pn de B, de la même manière, vaut f de B. Le terme correcteur, il est nul en moyenne quand n tend vers l'infini, on va voir. Mais ça force exactement l'égalité au bord A et B. Ouais, c'est exactement ce que je vous dis, de même que n de B.
l'idée importante ici, c'est qu'en fait, là, si vous connaissez les polynômes interpolateurs de Lagrange, bah, en fait, ces polynômes b-x sur b-, x- sur b-, c'est des polynômes interpolateurs de Lagrange, donc en dimension 2 pour les points A et B. Bon voilà, Pn de A égale f de A, Pn de B égale f de B. Maintenant, le point clé, c'est de prouver la convergence uniforme, de montrer qu'on n'a pas détruit les polynômes qu'on avait pris initialement à cause de cet ajustement. Bah, prenons x dans le segment AB. Bah, dans ce cas-là, un point important, c'est que ces coefficients-là, ils sont plus petits que 1. D'accord? Si x est dans le segment AB. Ça pour là, et pour celui-ci aussi. Donc les coefficients b-x sur b-, x- sur b- sont dans le segment 0,1. A fortiori, la valeur absolue de Pn de x moins Qn de x, donc passer Qn de x de l'autre côté, bah, c'est plus petit que la valeur absolue de f de a moins Qn de a, plus la valeur absolue de f de b moins Qn de b. Parce que ces coefficients ici sont plus petits que 1. Donc module de Pn de x moins Qn de x, bah, pour tout x, c'est plus petit que cette quantité-là qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Uniformément en x. Donc du coup, bah, la norme infinie de Pn moins Qn tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et puis par inégalité triangulaire, bah, la norme infinie de Pn moins f, on dit que Pn moins f c'est Pn moins Qn moins f moins Qn. Bah, c'est plus petit que la norme infinie de Pn moins Qn. Pardon, vous dites que Pn moins f c'est Pn moins Qn plus Qn moins f. Donc la norme infinie de Pn moins f, c'est plus petit que la norme infinie de Pn moins Qn, plus la norme infinie de Qn moins f. C'est juste l'inégalité triangulaire. Et bah, norme infinie de Qn moins f, ça tend vers 0, parce que Qn, c'est une suite qu'on a pris en se basant sur le théorème de Stone-Weierstrass, qui converge uniformément vers f. Et puis, bah, norme infinie de Pn moins Qn, on vient de montrer que ça tend vers 0. Donc finalement, bah, norme infinie de Pn moins f tend vers 0, et on a démontré que bah, Pn converge uniformément vers f, et Pn satisfait les conditions au bord, hein. Pn de A égale f de A, Pn de B égale f de B. Donc on a résolu l'exercice. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? On a démontré le théorème de Stone-Weierstrass sur un segment. C'est vraiment un résultat de densité incontournable en analyse. C'est une très belle preuve, je trouve, constructive. Donc on construit vraiment une suite de polynômes, les polynômes de Bernstein qui convergent vers f. On a utilisé le théorème de Heine pour la continuité uniforme, et puis on a en fait vu ces polynômes de Bernstein et démontré des inégalités en utilisant une vision probabiliste, avec cette variable aléatoire grand Xn de loi binomiale qu'on a écrit comme une somme de variables aléatoires de loi de Bernoulli, pour démontrer des résultats simplement. Et donc c'est vraiment un outil puissant pour les problèmes de concours. Donc ayez en tête le résultat, ayez en tête les applications qu'on a vues, et puis l'idée de la preuve, ça peut vraiment être utile pour vous, pour les concours. Très bien, c'était une longue vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt. Merci.